On fait un roulement de tambour. Alors, je vais dire ça en 2 mots. Hein. Moi, je pense que la sociologie permet de décrire les conditions sociales dans lesquelles s'instaurent des univers où, pour triompher, quelles que soient les raisons qui font chercher le triomphe, il faut avoir raison. Bon, il faut avoir des raisons. Alors, je prends un exemple simple. Un monde mathématique, c'est un univers où on peut être mu par des pulsions. On va être le premier, on va avoir le prix et la médaille Fields, on veut tuer son collègue, on veut le tuer symboliquement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le tuer. Bon, si on veut tuer, il faut quoi? Il faut inventer un théorème, il faut inventer une réfutation. On est obligé, pour gagner, de se plier aux lois du milieu, enfin, bon, qui exigent des formes, des contraintes, de la cohérence, de la logique, une forme de discussion, on ne peut pas dire n'importe quoi, etc. Bon. Alors, moi je dis, lutter pour la vérité, j'appelle ça la réelle politique de la raison, je dis lutter pour la vérité, c'est lutter pour que les conditions sociales favorables à l'instauration d'univers sociaux soumis à ce genre de règles soient remplies. Bon, vous savez, par exemple, quand je m'occupe d'une réforme de l'éducation, bon, je lutte pour la vérité. Quand j'explicite, par exemple, ce que je suis en train de faire, les règles de fonctionnement de l'univers, je pourrais dire, voilà, on va prendre 3 univers, je veux dire celui qui est le plus favorable à la production de vérité. Bon, la question, est-ce que la sociologie est une science? Bon, ben, on va dire, on va prendre les différentes sciences, on va les décrire sociologiquement, hein, et on peut les ranger selon le degré auquel la forme de communication, le type de revue scientifique, les manières dont on accède aux revues scientifiques, les effets de pouvoir, les effets etc. Ce que vous voulez dire, c'est que la lucidité que vous nous enseignez par rapport au système de transmission du savoir, transmission du capital symbolique, est susceptible de favoriser l'émergence de la vérité. Voilà. C'est un élément d'une lutte dans laquelle les intellectuels, dans ce cas-là, remplissent leur rôle spécifique, les intellectuels, leur fonction sociale, historique, qui est le produit d'une histoire, elle aussi. Hein. En même temps, c'est de lutter sur ce terrain-là. On voit bien votre pari pour la vérité, hein, dans votre œuvre. Oui. Mais on peut aussi, je ne sais pas si vous êtes conscient, si vous serez d'accord ou pas, mais en vous étudiant loin du Collège de France ou des instances comme ça, en vous étudiant même à 10 000 km, et donc dans une espèce de froideur comme ça, dehors de ces narcissismes comme ça, des chapelles, on peut quand même avoir une lecture de vous tout à fait postmoderne, c'est-à-dire en trahison envers la question de la vérité. Et ça, c'est très gênant, parce que, bon, Pierre Bourdieu est quelqu'un qui, effectivement, apprend à penser, certainement, parce qu'il refuse toutes les étiquettes. C'est vrai qu'il existe une façon de penser, des pseudo-intellectuels, qu'ils veulent vite fait étiqueter quelqu'un, parce que quand on étiquette, on connaît le reste, et on n'a même plus besoin de lire. Hein, tu sais, Pierre Bourdieu, c'est ça. Alors vous avez... Ce qui est bien, j'ai toutes les étiquettes. Je suis néo-marxiste, néo-weberien, néo-durkheimien. Ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Mais alors, il y a un problème, c'est-à-dire que, bon, parfois, on peut vous accuser un peu, on comprend pour votre histoire, hein, votre histoire, vous accusez un peu de voir, par exemple, dans l'étiquette marxiste, que vous refusez à juste titre certainement, seulement un marxisme positiviste tout à fait dégénéré, stalinien. Parfois, vous refusez ces étiquettes, mais sans faire la précision qu'il y a quand même à boire et à manger. Hein, c'est-à-dire, bon. Alors, après, vous revenez là-dessus. Mais le problème avec ce refus des étiquettes comme ça est qu'on risque d'avoir une étiquette Pierre Bourdieu et que cette étiquette-là aille comme une bague au doigt à une pensée qui refute justement la question de la vérité, qui refute la question de la décision, de la liberté, qui est la pensée post-moderne, hein, avec son sous-produit. Un nihilisme, comme pour l'appeler par là. Tout à fait. Un nihilisme qui est avec un réalisme tout à fait plat, ça ne va pas avec votre œuvre. C'est-à-dire, je pense que là-dessus, moi personnellement, si j'avais un vœu à exprimer envers quelqu'un qui a une œuvre comme la vôtre, c'est que par exemple, dans une époque de crise intellectuelle tellement grave comme celle que nous sommes en train de vivre, au moins là-dessus, vous preniez parti clairement, c'est-à-dire dans le sens de dire, le refus des étiquettes pour pouvoir penser, bon, tout ça ne va pas sans une claire critique des attitudes post-modernes elles font fi de la vérité. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord, je n'ajoute rien. Mais je crois que vous vouliez poser une question. Oui. Vous répondez pas. Je voulais poser une question beaucoup plus naïve. Il me semble que vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question de la place que vous occupez. Et on pourrait dire, on disait tout à l'heure, vous n'avez cessé de vous intéresser au monde universitaire, au monde intellectuel, au champ intellectuel auquel vous appartenez. Alors qu'est-ce que ce serait votre intérêt à vous? Pourquoi est-ce que votre place, ça serait toujours de dévoiler la place des autres et la vôtre? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment vous analysez la place que vous occupez, dévoilant celle des autres?
Oui, on peut dire, je pense, c'est une chose que j'ai dite, je réponds en même temps à la question que vous posiez. Enfin, dans Homo academicus, je crois que j'étais aussi loin que possible dans le sens d'une réponse à la question que vous posez. Alors, une des raisons qui font qu'il est très difficile de prendre des positions au fond que vous me demandez, c'est que à un certain degré de lucidité sur les rôles sociaux déjà constitués. Hein, par exemple, le fait de refuser les étiquettes, c'est un rôle social typique de philosophe, qui se constitue comme au-delà de tout, au-delà du delà, comme dit Archimède Talon, hein, qui est un grand auteur philosophique. Archimède Talon ? Oui. Bon. Et donc, quand on va être au-delà du delà, on dit je ne suis pas celui que vous croyez. Enfin, Heidegger a passé sa vie à faire ça. Ce qui est très dangereux, et je pense qu'une certaine forme de postmodernisme est très dangereux en ça. Et en ça, je suis tout à fait d'accord. Mais comment se fait-il que c'est pas facile d'obéir à votre injonction très amicale, hein. Bon, pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on sait d'avance que d'abord il y a ces rôles sociaux déjà constitués, et c'est pas facile de tomber dans un rôle qu'on a objectivé, de se laisser enfermer dans un rôle qu'on a objectivé, même si on sait qu'on n'est pas dans ce rôle, on sait qu'on sera perçu en fonction de ce rôle. On dira, tu vois Bourdieu qui dénonce tout quand même depuis qu'il est au Collège de France, il dit que, hein, voilà, vous savez, je l'entends pas parce qu'on n'ose pas me le dire, mais je sais que ça se dit, a priori je peux le déduire. Bon. Donc il y a ça, et d'autre part, il y a le fait que comment dire, l'objectivation ultime, enfin bon, ultime, historiquement, provisoire, à un certain moment qu'on peut accomplir, consiste à faire ce que j'ai fait dans Homo academicus, et à dire il faut objectiver deux choses. Il faut objectiver la place que le producteur d'un discours, quel qu'il soit, occupe, non pas dans le monde social, ça c'est trop facile. Je dis, on tire des gros boulets, mais ils passent au-dessus des têtes. Hein, c'est petit bourgeois, bourgeois, etc. La place qu'il occupe dans son univers spécifique, là où il a ses billes. Et les billes, pour l'intellectuel, c'est, si c'est un sociologue, c'est le champ sociologique, si c'est un historien, c'est le champ historique, c'est là qu'il a ses intérêts, etc. Donc il faut objectiver ça. Et le sociologue est celui qui peut objectiver les intérêts des autres, donc les siens, puisqu'il y a un certain moment où il est dans un espace où il sait qu'il a ses intérêts. Bon. Et ensuite, ayant fait ça, il y a un deuxième niveau, et ça c'est ce que j'ai fait dans le livre qui m'est le plus cher, parce que c'est lui qui m'a le plus coûté, et qui je crois, bon, c'est le sens pratique, où j'ai dit, il y a un degré, il y a quelque chose enfin, de très très profond, que nous avons beaucoup de mal à objectiver, c'est tout ce que nous devons au fait que nous sommes membres d'un monde intellectuel. Ce que j'ai dit tout à l'heure très vite quand j'ai parlé de Scollet, le fait que nous sommes des hommes de loisirs, des hommes qui ont le loisir de penser. Et je pense, alors ça par exemple, tout ce livre est tourné vers l'explicitation d'erreurs qui sont liées au fait d'être théoricien. Le théoricien, celui qui regarde, qui décrit des jeux, sans les jouer. Bon, c'est Lévi-Strauss qui décrit des systèmes de parenté qui ne se demandent pas est-ce que je vais marier ma fille. Bon. Bien, moi je rappelle qu'un des grands décalages, un des grands principes d'erreur que nous avons en tant que penseurs, en tant qu'hommes de loisirs, bon, un des grands principes d'erreur réside dans ce fait que nous sommes hors jeu. Nous sommes hors jeu. Et nous oublions de mettre dans la description que nous faisons du jeu le fait que pour décrire le jeu, il fallait être hors jeu. Bon, et donc, nous faisons des théories fausses, bon, mais foncièrement fausses. Alors, c'est ce que j'appelle, c'est un philosophe enfin, pour moi très important, qui s'appelle Austin, et il appelle ça scholastic view, le point de vue scolastique, le point de vue auquel je donne le sens fort, le point de vue de la scolée. Bon, oui, j'avais une petite question connexe à propos du point de vue. Et ça, je vous interromps, parce que je n'ai pas répondu complètement à votre question. Mon idée, c'est que et ça a été très dur pour moi, dans Homo academicus, j'étais parti, au fond, avec la tentation ordinaire du sociologue, qui est d'objectiver les autres, et ce qui est un plaisir particulièrement jouissif, d'objectiver ses concurrents et ses collègues, bon, hein, d'objectiver, de faire... Bon. Alors il y a un petit plaisir souverain à dire, regardez comme ils sont naïfs, je vais décrire les règles d'un jeu selon lequel ils jouent, etc. Accrochez-vous sur ce plaisir, attendez, accrochez-vous sur ce plaisir-là, je voudrais quand même qu'on aille loin. Si vous avez ce plaisir, attendez, si vous avez ce plaisir quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas un plaisir dont vous ne rendez pas compte, et qui est qui va plus loin que le plaisir de vaincre l'autre au moment de la concurrence, qui va plus loin
loin que le narcissisme de la stratégie individuelle, culturelle, qui est autre chose. Vous-même, analysez-vous un instant, là, faisons de la psychanalyse sauvage. Hein, et ce plaisir dont vous venez de parler, je suis content que vous venez de parler de mon plaisir. Alors, allons, il y a autre chose derrière. Est-ce qu'il n'y a que de la stratégie universitaire? Non, pas du tout. Vous n'avez plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La recherche de la vérité? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais je pourrais répondre. La réponse classique, ça serait de dire l'amour de la vérité. Ça. Bon, mais ça, j'ai plus droit à aucune réponse classique. Pour ça, je suis dans une position très difficile. Après tout ce que j'ai écrit, j'ai plus droit. D'où le fait que très souvent, je suis condamné au silence. Alors, je condamne les autres au silence, mais moi particulièrement. Hein. Vous savez, je dis ça, c'est une phrase de Cage qui dit, on lui demandait pourquoi on fait de la musique, pour empêcher les autres d'en faire. Moi, je pense qu'une partie énorme de ce que j'écris est destinée à faire taire tout un tas de gens. Donc, on ne puisse plus dire, malheureusement, hélas, comme disait... non, mais je m'amuse. Malheureusement, évidemment, ça retombe sur moi. Dès que je suis... Allons-y, répondez. Mais je réponds, mais dès que je suis dans une salle, je donne des instruments et instantanément, les gens se servent des instruments contre moi. Bon, c'est ça, je pense que c'est une fonction historique. Bon, alors, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais plus. Non, je veux dire, pour finir avec ça, que, au fond, ce que j'ai essayé de dire, c'est... et ça a été très dur pour moi, parce que j'ai gardé ce livre dans mes tiroirs pendant 5 ans, je ne pouvais pas le publier. Alors là, le psychanalyste aurait sûrement des choses à dire, je ne pouvais pas le sortir. Je l'ai porté 3 fois à mon éditeur, puis je le ramenais, je lui disais non, je ne peux pas publier ça, parce que ça me faisait peur, c'est ça. Bon. Jusqu'à ce que je puisse écrire une introduction qui dit, elle est très compliquée, très abstraite, Homo academicus. Jusqu'à ce que je dise, bon, au fond, c'est vrai que j'avais la pulsion du philosophe souverain, qui surmonte, surplombe, objective comme Dieu, etc. Bon. Alors, ceci, ayant objectivé cette pulsion, est-ce que ça a des effets sur ma pratique scientifique. Oui. C'est pas un point d'honneur intellectuel. Et ça a changé ma manière d'écrire. Bon, et au fond, alors ça c'est ma conviction profonde, alors ça je le crois profondément, c'est que j'ai converti une pulsion, un plaisir, une libido, parce qu'il y a des libidos sociales, moi je dis le monde social constitué, bon, ça a converti une libido, besoin de meurtre, de revanche, de tout ce qu'on pourra imaginer, hein, en pulsion scientifique, bon, au prix d'un travail qui était à la fois un travail sur soi, il faut expulser des tas de choses, et un travail armé d'instruments de contrôle. Mais je voulais juste poser une petite question annexe. Je me souviens d'un papier que vous avez publié dans Le Monde il y a quelques temps sur Rocard, et je crois que ça s'appelait La vertu républicaine, et vous faisiez un hommage vibrant à Michel Rocard au moment des accords de la Nouvelle-Calédonie. Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, vous parlez de point de vue et de place du sociologue, vous occupiez la place du sociologue qui dit la vérité, ou bien c'était l'individu Pierre Bourdieu qui disait, voilà, Michel Rocard incarne la vertu républicaine par ses accords. C'est très compliqué. C'est un problème qui se pose à moi constamment, parce que ça, c'est étonnant. On peut parler de l'Algérie aussi. Oui, c'est étonnant parce que je ne l'ai pas déjà dit. Très souvent, je dis, là, je vais vous répondre, vous interrogez en tant que sociologue, là, je ne peux répondre qu'en tant qu'individu. Bon, parce que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas élaboré. Très souvent, je dis ça. Hein. Alors, souvent, le problème se pose. Bon, alors, quand on intervient sur le terrain politique, c'est une très grande difficulté. Si je me dépouille de l'autorité qui peut être attachée au fait que j'ai écrit des livres, que je suis au Collège de France, etc., je perds toute efficacité. Bon. Donc, souvent, j'ai besoin d'utiliser... Vous ne pouvez pas, parce que votre nom seul suffit. Oui, d'accord, mais oui, bien sûr. Bon, pour donner de la force à des idées qui, souvent, intrinsèquement, sont très faibles. Hein, l'autre le disait, la force intrinsèque de l'idée vraie, on sait très bien que c'est pas grand-chose. Bon. Je suis obligé de me servir d'une force sociale qu'au fond de moi-même, je peux critiquer, donc je peux ricaner dans mon intimité. Hein. Bon. Alors, est-ce que l'essentiel n'est pas la lucidité? Est-ce que c'est pas un double jeu? Est-ce qu'il n'y a pas un double jeu? Oui. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Quand vous mettez Pierre Bourdieu, on sait d'où vous parlez. Oui, inévitablement. C'est-à-dire, on peut se servir de ce que j'ai écrit pour savoir d'où je parle. Et là, je peux dire, parce que c'est une question que j'ai l'air d'avoir esquivée, je pense qu'il y a dans mon travail tout ce que je peux dire sur les déterminants sociaux de mon travail. Bon, je ne peux pas en dire plus. Et ça y est, alors c'est pas en première personne, mais il suffit de prendre la catégorie, de dire, bon, Dieu, il sort de là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, pour composer une sociologie. Alors, ce qui m'empêche de le dire de manière... Bon, c'est qu'il y a des rôles narcissiques, exhibitionnistes, où on dit le lieu d'où je parle. Alors, ça ne me plaît pas du tout. C'est une façon de se peloter. Enfin, bon, j'aime pas du tout les échanges de narcissisme, mais il y a tous les éléments. Et d'autre part, mon travail consiste à fournir des instruments d'objectivation qui sont faits pour se retourner, non seulement contre moi, ce qui n'a aucun intérêt, mais contre tous les travailleurs intellectuels. Bon, et au fond, alors là, si j'ai une contribution, mon originalité par rapport au classique, par exemple, ça a été par rapport à Marx, à Durkheim, à Weber, etc.
Bon, ça a été de retourner la sociologie contre le sociologue, ce qui n'avait jamais été fait avant. Bon, alors limite, anti-intellectualisme. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'anti-intellectualisme? Oui, tout à fait, il y a un risque. Alors bon, ça fait partie de ce travail sur moi-même que j'ai dû faire. Je pense que dans mes pulsions originaires, il y a une forme d'anti-intellectualisme, d'exaspération devant l'exhibitionnisme intellectuel, le narcissisme intellectuel, l'irresponsabilité intellectuelle. Bon, et je dis souvent aux intellectuels qu'ils se surestiment individuellement et qu'ils se sous-estiment collectivement. Bon. Donc il y a tout ça. Bon, et mon travail, alors là on peut le prendre au sens de la psychanalyse, mon travail a consisté, ça n'a pas été toujours facile pour moi, à sublimer ou à reconvertir cette pulsion anti-intellectualiste dont je comprends de mieux en mieux le principe, bon, en motivation. Oui, je réponds à la question que vous posiez tout à l'heure, en raison de vivre, voilà, en raison de vivre, de travailler, d'être bon, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui contribue un petit peu à donner aux hommes des instruments de libération. Voilà, moi, je me vois comme ça. Alors que les gens qui parlent liberté, 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 c'est des personnages de théâtre qui disent marchons, 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 et qui restent sur place. Impératif numéro 1, la lucidité. En fait, ce que vous proposez, c'est la lucidité sur les stratégies des intellectuels, sur les champs dans lesquels nous sommes. Que nous devons connaître, inventorier, pour comprendre finalement ce qui nous motive lorsque nous parlons. Oui, bon. Non, il y a un mot-clé que je vais, pour illustrer ce que vous dites, c'est un mot que j'ai, le mot illusio que j'emploie. Souvent, on parle latin, c'est pas pour le plaisir, c'est pour couper avec des mots ordinaires qui occultent ce qu'ils nomment. Hein. Bon, alors c'est une fausse étymologie qui est employée par Huizinga dans son livre Homo Ludens et qui consiste à dire que tout joueur, enfin quiconque est engagé dans un jeu, a un rapport d'illusio, c'est-à-dire qu'il est pris au jeu. Bon, au fond, jouer à un jeu, c'est accepter tacitement, c'est pas par un contrat, que le jeu en vaut la chandelle. Bon, je joue, donc je dis, sans avoir besoin de le dire, que ça vaut la peine de jouer. Et très souvent, je me bats avec des gens qui ont en commun avec moi que le jeu en vaut la chandelle. C'est pourquoi des tas de jeux ne sont pas des jeux à la vie, à la mort, parce qu'on s'arrête au moment où on casserait les jeux. Hein, bon. Alors, moi, ayant explicité ça, je pense que je donne quelque chose qui peut-être, en tout cas moi ça m'a beaucoup servi en ce sens, à la fois un moyen de comprendre le monde et une sagesse. C'est-à-dire que bon, maintenant, très souvent, quand je serai sur le point de m'emballer pour hocher, parce que le monde social nous tend des hochers tous les jours, hein, c'est des réunions où on aurait pu ne pas venir, et puis tout d'un coup on est pris, on se met à polémiquer, etc. Bon. Alors moi j'ai le mot d'illusio qui m'est extrêmement utile. Alors ça me permet, je continue à jouer le jeu, personne ne s'en aperçoit. Alors ça c'était déjà dans Montaigne, hein, les pensées d'arrière-boutique, etc. Bon, hein, et puis en même temps je sais que voilà, ça n'est qu'un jeu. Et ça donne un détachement, ce détachement que les sagesses ont toujours poursuivi, hein, du bouddhisme au stoïcien, on a toujours dit, voilà, te laisse pas prendre au jeu. La sagesse, parfois aussi, elle est d'accepter tout bêtement qu'on a les mains sales et qu'on est jusqu'au cou dans la situation. Parfois. Mais justement, bon, je pense qu'il existe... je vous ai coupé la parole. Non, pas du tout. Et je pense qu'il existe chez vous, effectivement, il suffit de voir votre œuvre et la façon dont vous l'avez forgée, et ce qu'on appellerait un transfert du travail. C'est vrai, hein, c'est un exemple de soulignation, c'est le transfert de travail. Mais il existe à la fois une crainte d'envers votre œuvre. Et alors, bon, illusion, imagination, idéologie, on connaît les 3 I, hein, les 3 I qui servent toujours pour se dégager d'une situation. Mais le problème, c'est que bon, ça fait moi quelques années que j'habite en France, alors je comprends bien de quoi vous parlez quand vous parlez d'académicus, hein, c'est-à-dire, bon, l'homme, comme ça, tout cet universitarisme français, je comprends bien. Mais je crois que ça fait un peu franco-français, cette interprétation-là, elle fait un peu franco-française, parce que les idées, c'est un tout petit peu pour répondre à ce que disait Antoine Spire tout à l'heure, les idées, les théories, une certaine praxis d'amour de la vérité, de fidélité envers la vérité, ne se joue pas toujours, comme vous disiez tout à l'heure, comme au Collège de France ou comme à l'université en France, et simplement faire un théorème pour dégommer les petits copains. Et il y a des fois dans lesquelles ce que vous dites, parce qu'on fait des Bourdieu contre Bourdieu, ce que vous dites est vrai. Il y a des fois dans lesquelles effectivement une théorie, une prise de position fait corps et met en danger quelqu'un, et en plus fait avancer ou reculer les choses. Et c'est là où, par exemple, on peut vous en vouloir un tout petit peu parce que
Bon, moi je vais vous dire, je crois qu'à l'époque où à l'école normale supérieure, vous avez créé votre groupe de défense de la pensée finalement, contre le stalinisme, contre, bon. Et votre stratégie de dénonciation des étiquettes était effectivement une stratégie de liberté claire et nette, et dans laquelle vous étiez absolument dans la situation, et je ne pense pas que le mot illusio ait pu vous enlever en quoi que ce soit de vos responsabilités que vous avez eu le courage de prendre. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, en 1989, et cette même stratégie rencontre d'une façon tout à fait malheureuse, et je reviens là-dessus, la stratégie d'un certain réalisme nihiliste postmoderne, parce que c'est pas pareil que Pierre Bourdieu dise à l'époque du stalinisme roi, contre les mandarins staliniens et contre cette comme ça, oppression de la pensée qu'était le stalinisme pour les intellectuels. Bon, c'est pas pareil qu'à cette époque-là, ils disent on peut penser quand même, et refusent les étiquettes pour qu'on pense. Parce que ça, c'était une attitude dans la situation de fidélité à la vérité, certainement. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes là, vous êtes jeune, vous continuez à produire, alors aujourd'hui, malheureusement, les gens qui disent ça, ce sont vos ennemis d'hier, vos ennemis jurés, parce que moi je ne parle pas d'adversaires, je parle vraiment d'ennemis, les ennemis de la vérité, qui sont ces gens-là, pardon, je finis là-dessus, sont les gens qui s'attaquaient à la vérité hier et s'attaquent aujourd'hui à la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, malencontreusement, votre refus d'étiquette, votre refus comme ça de clairement énoncer la question de la vérité, ça leur sert à ces gens-là, vous comprenez? Parce que les postmodernes, eux, ils ne se battent pas contre la vérité pour se battre contre le stalinisme. Ils se battent contre la vérité, ils se battent contre la décision, ils se battent contre, dans cet imaginaire narcissique, pathologique presque, dans lequel on serait toujours au-dessus de tout, rien n'est étrange dans la réalité. Bon, c'est-à-dire, par exemple, Pierre Bourdieu, qui défend le relativisme, quand vous avez dit à l'école normale supérieure, c'est-à-dire quand vous avez dit, bon, quand même, il y a des trajectoires, il y a des stratégies, avec leur singularité, est une chose. Aujourd'hui, un certain relativisme anthropologique ou sociologique veut dire tout à fait le contraire. Alors c'est là, vous comprenez, où... Il y a énormément de choses dans tout ce que vous dites. Bon, d'abord, je ne défends pas le relativisme. Je dis que la vérité est une création de l'histoire, bon, ce qui ne veut pas dire qu'elle est historique. Enfin, bon, je pense qu'il y a une genèse historique de la vérité, bon, et ça ne relativise pas pour autant la vérité. Bon, alors, il y a des conditions, etc. Bon, alors, je dis deuxièmement que en prenant ce point de vue et en prenant pour objet les univers qui prétendent à énoncer l'universel, parce qu'un de mes objectifs permanents, ça a été d'étudier des champs de production qui sont autonomes relativement autonomes par rapport aux forces sociales. C'est le champ religieux, c'est le champ politique, c'est le champ juridique, c'est le champ intellectuel, c'est le champ scientifique, etc. Ces univers ont en commun de prétendre à l'universel. Ils prétendent donc à la transhistoricité, ils prétendent échapper aux contraintes historiques et sociales. Bon, et en rappelant que ces univers qui prétendent l'universel, et vos postmodernes en font partie, bon, en les prenant pour objet et en les historicisant, on se donne les moyens de se libérer des coups de force qui s'exercent au nom de la vérité. Bon, et moi, je pense qu'il y a des crimes qui se commettent tous les jours au nom de la vérité, qui se commettent tous les jours. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure à propos du marxisme, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie de donner à ce que je fais, même que ça me coûterait de dire, oui, après tout, on peut mettre ça au compte du marxisme. J'ai mis la notion d'habitus au compte d'un livre de Panofsky, dans lequel le mot n'est pas. Vous voyez, bon, j'étais jeune, il fallait que je prenne un parapluie, en même temps, c'est un type que j'admirais beaucoup. Voilà. Hein, donc, je pourrais le faire. Hein, bon, et je pense que c'est... Bon, bref. Parfois, ça peut être utile de dire ça. Dans une certaine conjoncture, si ça peut être utile que je vais en Amérique latine, de dire, bon, je le ferai. Ouais, bon. Je m'en doute, oui. Oui, je le ferai. Mais ceci dit, je crois qu'il est très très important de savoir que dans ces petits univers où se jouent des jeux, où circule du narcissisme, etc., des crimes peuvent se commettre au nom de la vérité. Il y a et là, bon, je suis quand même conséquent avec moi-même. Je dis, étant dans un univers comme ça, il faut commencer par balayer devant sa porte. Bon, alors, ce qui ne veut pas dire que je pense que le rôle de l'intellectuel s'arrête à la frontière de son champ. Hein. Bon,
Un des problèmes étant de savoir... Là, vous risquez de pécher par humilité, justement, oui, vous comprenez, oui, c'est très compliqué. Je comprends bien que vous dites, et ça revient dans tous vos ouvrages, il faut balayer devant sa porte. Je comprends bien, et c'est tout à votre honneur. Mais le problème, c'est que Pierre Bourdieu, il dépasse largement sa porte, son quartier. Cela dit, si déjà j'arrivais à balayer hors du champ tout un tas de gens qui se réclament de l'autorité du champ pour exercer des effets de vérité, comme les postmodernes là, dont vous parlez, ben, je pense que j'aurais rendu un certain service à l'humanité. Ils sont mis à nu quand même par l'analyse sociologique. Ils sont mis à nu par l'analyse sociologique. Ces gens-là, si vous prenez leur trajectoire, vous regardez leur travail, pour parler en ces termes, etc., vous savez, bon, c'est vite fait de voir la différence, à la fois dans les principes et dans les conséquences. Bon, donc, je pense... Alors, vous pouvez dire leurs références, parce que vous m'avez donné ces références, je trouve ça formidable. Ils ont été pour... il y a des gens bon, qui ils ont été les élèves d'Alain, les élèves d'Alexandre, ensuite ils ont été les disciples de Beaufray, ensuite ils ont été les disciples d'Heidegger, ensuite ils ont été en 68 les disciples de Gramsci, et maintenant c'est Wittgenstein. Voilà, ça c'est l'itinéraire type. Voilà, l'itinéraire type. Alors c'est toujours des gens qui sont toujours sur les sommets, enfin c'est-à-dire qui prennent toujours entre deux choix le plus chic. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors que bon, ça par exemple, c'est une des choses, quand vous avez parlé de travail tout à l'heure, je le dis ça très très modestement, moi, je pense que mon plus grand mérite, enfin, dans ma trajectoire, ça a été de choisir toujours le choix le moins chic. Et parce que très souvent, la vérité est à ce prix. Bon, je pense, je sais pas, j'étais... Moi j'ai envie de viser Bourdieu tout de suite, là. Le moins chic, est-ce que c'est pas très chic? Bon, alors c'est vrai alors ça c'est très facile, on peut retourner... Ah je retourne pas, je vous utilise. Non, c'est très gentil de le dire comme ça, au contraire, parce que les gens le pensent et ne le disent pas. Moi je suis ravi quand on me dit les choses. Non, c'est vrai que paradoxalement, ce choix du non chic finit par être chic à la longue. Et on peut dire, mais au fond, ça a bien payé. C'est typiquement la trajectoire de l'hérétique qui finit par être consacrée. Bon, cela dit, ça n'a pas été fait pour ça. Alors là, la notion de stratégie est très importante. Parce que quand je dis stratégie, il faut la rattacher à habitus. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a pour principe une libido socialement constituée, pas nécessairement consciente à elle-même, c'est pas un calcul. Hein. Bon, donc, on ne peut pas dire de quelqu'un, je passe mon temps à dire ça aux gens qui travaillent avec moi, qui font de la sociologie et des intellectuels, on étudie monsieur X ou Y, linguiste du 19e siècle, qui a fini au Collège de France. Alors bon, instinctivement, on étudie tous ces choix comme s'ils avaient été déterminés par la volonté d'arriver au Collège de France. Bon, en fait, je pense d'ailleurs que une des conditions des réussites hérétiques, c'est précisément ne jamais avoir voulu. Bon, parce qu'il y a des tas de lieux sociaux dans lesquels on demande aux gens d'avoir au moins l'air désintéressé. Ça, c'était une des choses amusantes. Enfin, bon, bref, il y aurait le milieu artistique est comme ça. Hein. Il me semble que depuis le début, on parle comme ça en sous-main de psychanalyse et que vous ne cessez d'employer un vocabulaire psychanalytique. Vous parliez tout à l'heure de transfert de travail et dans vos livres, on retrouve la libido, la vérité refoulée, etc. Il me semblait aussi qu'on peut lire votre œuvre comme, vous dites vous, une auto-analyse, souvent vous employez ce terme-là dans Chose dite, je crois. On pourrait dire aussi une autobiographie. Hein, vous avez commencé par les paysans du Béarn, et puis il y a eu l'Algérie, et puis les héritiers, etc., qui suit tout votre itinéraire. Et on pourrait dire, alors, qu'est-ce que c'est cette référence-là permanente à la psychanalyse, sans qu'elle soit jamais clairement définie, peut-être? Si, elle l'a définie. Oui. Non, mais je veux dire qu'en même temps, vous ne vous intéressez pas du tout aux mêmes déterminants. De la même façon, la psychanalyse dévoile les illusions du désir, mais ce ne sont pas les mêmes déterminants, ce ne sont pas les mêmes obstacles à la liberté qui sont montrés par la psychanalyse. Oui, alors, elle s'intéresse aux déterminants non sociaux. Je suis ravi que vous le posiez. Et en même temps, les conditions d'une discussion approfondie ne sont pas réunies. Alors je me demande qu'est-ce que je peux dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que très très sommairement, mais je pense que c'est déjà mieux que rien pour dissiper un certain nombre de contresens sur ce que j'ai pu dire ou écrire. Moi, je pense que le rôle de la sociologie, c'est d'analyser le travail que les espaces sociaux font subir à une libido